Good Morning Business, le grand entretien. Et il est 8h19 sur BFM Business. Notre invitée, c'est Véronique Riche-Flores, économiste indépendante à la tête de Riche-Flores Research. Bienvenue sur le plateau de Good Morning Business. Merci d'être avec nous ce matin. On attend les chiffres des demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi en novembre 2023. Ils sont prévus à 8h. Il est 19. On les a pas, mais on les donnera dès qu'on les a. Mais ça nous permet de commencer, Véronique, avec justement cet emploi qui tient quand même en France autour de 7,4, 7,5. La Banque de France nous dit on pourrait aller à 7,6 en milieu d'année prochaine. On n'est pas sur une flambée du chômage, on est sur une petite tension. Oui, effectivement, des tensions qui pour l'instant sont relativement modérées. La grande question d'ailleurs qui se pose pour les perspectives 2024, c'est précisément ce point. Est-ce que les entreprises, en particulier les pertes de productivité, sont encore soutenables pour les entreprises ou est-ce que cela va imposer des coupes d'emplois? Il y a quand même beaucoup d'indicateurs qui ne vont pas dans le bon sens. D'abord, l'activité elle-même, en particulier dans les services. Rappelez-vous, 2023, c'est le grand rattrapage post-Covid. Oui. On a créé beaucoup d'emplois parce qu'il y avait un rattrapage de la demande très quasiment fort. Quasiment 1,5 million d'emplois créés en 18 mois. Et oui, c'est tout à fait exceptionnel, inattendu d'ailleurs, parce que je pense que la plupart des économistes avaient sous-estimé ce rattrapage, mais un ensemble de facteurs très positifs. Le rattrapage lui-même de la demande dans le tertiaire a duré beaucoup plus longtemps qu'il se comptait. On avait tous 1 ou 2 trimestres de bonne tenue, mais enfin, pas quelque chose d'aussi puissant. Aujourd'hui, ce qu'on constate depuis le mois de septembre, octobre, c'est quand même que l'inflation, le resserrement des conditions monétaires pèse notamment sur ces activités tertiaires. Alors, pas toutes les activités tertiaires aux entreprises se portent à peu près bien, oui. Mais tout ce qui va au ménage, la restauration, les loisirs qui ont vraiment porté la croissance en 2023, a du plomb dans l'aile et ce sont des secteurs qui sont de gros secteurs d'embauche. Donc c'est là qu'on peut avoir des pertes. On était justement il y a une demi-heure avec Franck Delvaux qui représente l'UMI, qui disait que la fin de saison est mauvaise pour l'hôtellerie-restauration, qui là peine un peu en fin d'année. Et pourtant, on a cette inflation qui décélère de manière très forte. On est sur des chiffres autour de 2%. Enfin, cet objectif pour le milieu d'année prochaine. C'est derrière nous quand même, cette inflation. Alors, le gros pic est derrière nous et je pense que là aussi il y a eu une concentration de facteurs qui avaient fait flamber l'inflation, les prix de l'énergie, l'alimentaire. On repense bien sûr au Covid, mais également à la guerre en Ukraine, etc. Puis un environnement assez spéculatif sur le marché des matières premières qui a exacerbé les tensions. Aujourd'hui, ces derniers mois, ces effets sur les matières premières ont disparu et du coup, quand on calcule l'inflation sur 12 mois, ça crée des effets de base qui nous font baisser l'inflation de manière très marquée. Ça, c'était attendu. Ce qui vient en plus ces tout derniers mois, c'est l'aspect précisément ralentissement de la demande qui fait que les entreprises ont beaucoup plus de mal à continuer à augmenter leurs prix. Et donc, effectivement, ça accélère le phénomène de baisse de l'inflation, qui est un phénomène généralisé d'ailleurs. Aux États-Unis, le même phénomène ou la même surprise s'observe, ce qui rouvre d'abord qui soulage normalement le pouvoir d'achat, la concurrence des pertes d'emploi ou de la dégradation du marché de l'emploi. Et effectivement, ça ouvre des perspectives d'apaisement des politiques monétaires, de baisse des taux d'intérêt, qui se sont d'ailleurs déjà concrétisés sur les marchés. Donc ça devrait, et c'est un facteur essentiel qui nous permet, en tant que conjoncturiste et prévisionniste, d'estimer que la croissance tienne à peu près finalement, alors qu'on a beaucoup de facteurs négatifs potentiellement. L'incertitude, c'est du côté européen, parce qu'on a bien compris du côté américain, les baisses de taux, ça allait arriver. L'incertitude reste du côté de Christine Lagarde, qui expliquait qu'on n'avait pas discuté de baisse de taux du tout lors de la dernière réunion de politique monétaire. On y va quand même tout droit, selon vous ? Je pense qu'on y va de manière assez irrémédiable et ce sera difficile d'y échapper, tout simplement parce qu'il n'y a plus de raison de maintenir une telle contrainte financière sur nos économies et la France n'est pas la plus mal lotie. On a l'économie allemande qui va très mal, qui est en récession et les derniers indicateurs vont vraiment pas dans le bon sens. Donc on a plutôt l'impression d'une économie allemande qui s'enfonce davantage. Donc pourquoi avec une crise du logement qui là aussi de l'immobilier qui est beaucoup plus ancrée, beaucoup plus sévère qu'en France, mais qui menace finalement l'ensemble de la région. Donc on voit absolument pas pourquoi maintenir un tel degré de contrainte monétaire. Je pense que la BCE, comme toujours, a un petit peu de retard ou n'a probablement pas voulu donner l'occasion au marché d'anticiper plus de baisse que ce qui était déjà fait avec une baisse des taux à long terme qui est très forte d'ores et déjà. Donc ils ont été prudents.
je pense qu'ils vont virer leur cutie incessamment sous peu, a priori. Vous parlez de cette crise de l'immobilier qui est très forte en Allemagne. On en a aussi, bien sûr, en France. C'est difficile pour des promoteurs. On l'a raconté à BFM Business toute l'année. Hier, quand même, on avait une petite accalmie avec des courtiers qui nous disent que quand même les banques commencent à rechercher à nouveau des clients, faire des offres commerciales, baisser un peu les taux pour plaire à chacun. Là, ça pourrait peut-être redonner un peu d'air. On a l'impression, effectivement, d'abord du côté des acquéreurs potentiels, on a le sentiment que pas mal ont gardé des projets sous le coude et sont prêts effectivement à passer à l'achat avec des conditions un peu moins restrictives. Ce qui avait vraiment coincé en 2023, c'était précisément des conditions de bancaires très restrictives. Le robinet du crédit était quasiment fermé. Donc là, ça se réouvre avec des conditions de financement un peu plus décentes. Les taux commencent à baisser un petit peu. Donc voilà, on a sans doute la place, pas pour une reprise, et je pense qu'elle n'est pas souhaitable à ce stade-là, enfin en tout cas au niveau des prix, mais pour une stabilisation du marché et un petit bol d'air. Voilà, dans certains segments de marché, la reprise sera probablement pas généralisée parce qu'effectivement, c'est un marché immobilier en France comme ailleurs, qui est très disloqué et avec des sensibilités au taux d'intérêt et à des tas de conditions. Parlons par exemple des conditions environnementales ou des obligations pour les propriétaires qui sont également des freins considérables sur l'acquisition. Donc oui, ça devrait aller moins mal, un peu mieux. Ne voyons pas non plus, n'extrapolons pas trop. Je pense qu'il y a une crise, une correction structurelle qui est là aussi, qui va continuer sans doute à être perceptible en 2024. Alors les risques les plus forts, ils viennent peut-être de la géopolitique, avec quand même sur le gaz, ça s'est calmé, sur l'électricité, ça s'est calmé, le pétrole est aussi redescendu à certains niveaux, mais quand même les tensions en mer Rouge font qu'il a augmenté ces derniers jours. Ces tensions sur le commerce mondial, ça fait partie des signes noirs de 2024 ? Ça fait partie des éléments d'instabilité, d'incertitude, et il y en a beaucoup en ce moment. Je pense qu'en tant que conjoncturiste, on en a rarement connu des années aussi difficiles à prévoir parce que c'est dans tous les sens. Le contexte géopolitique, ça fait longtemps qu'il est menaçant. Il est de plus en plus menaçant. J'ai l'impression néanmoins que la Chine est peut-être en train de changer, enfin Xi Jinping est peut-être en train de changer de stratégie en étant moins agressif à l'égard des États-Unis. C'est peut-être un bon signe dans cet environnement. Vous avez parlé de signes noirs, effectivement. Bien évidemment, on regarde de près ce qui se passe sur la scène géopolitique. Malheureusement, comme toujours, c'est imprévisible. Donc, ça fait partie des choses qui maintiennent la prudence, et notamment sur le prix de l'énergie et le prix des matières premières en général. A contrario, vous avez une économie chinoise qui est très très mal, qui va très très mal, qui est en déflation aujourd'hui, industrielle. Et cette économie chinoise vient temporiser un petit peu les tensions qui pourraient apparaître sur les marchés des matières premières. Donc ça fait contrepoids pour l'instant. Mais oui, vous avez incontestablement raison, ce risque géopolitique, il est présent partout. Et 2024, avec des élections également dans de nombreux pays. Il y a une bonne partie du PIB qui va changer de dirigeant. Donc tout à fait, et pas des moindres dans les pays en question. On parle de l'Inde, mais c'est pas ce qui inquiète davantage. Mais vous avez partout, d'ailleurs on va commencer avec Taïwan bientôt, il y a les États-Unis, un peu plus tard, etc., etc. Au milieu de tout ça, en tant que conjoncturiste, où est-ce que vous mettez l'intelligence artificielle ? Dans les dangers ou dans les possibilités infinies ? Non, alors pas dans les dangers. D'abord, on la met dans la curiosité et l'expectative. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, ce qu'on voit, c'est que cette intelligence artificielle ou tout ce qui va avec, c'est pareil, on peut pas balayer d'un revers de manche ce qui se passe dans les nouvelles technologies. Et on voit notamment aux États-Unis, là où l'État américain est très actif, extrêmement actif. Alors on peut critiquer, et il y a beaucoup de raisons d'être inquiet sur la suite, notamment en termes de dette, etc. Mais ce qu'on voit, c'est que la dynamique créée dans les nouvelles technologies via le développement de l'intelligence artificielle est très puissante. Et ça crée de l'investissement, ça sauve pas les perspectives américaines, ça sauve pas les problèmes d'endettement, mais c'est quelque chose qui porte l'investissement, qui porte la croissance. On en est très loin en Europe, donc on regarde avec un petit peu d'envie ce qui se passe outre-Atlantique, en espérant effectivement un développement in fine qui se fasse progressivement. Donc c'est un atout, c'est quand même quelque chose qui est indiscutablement porteur, mais nous sommes au balbutiement de ce développement, et comme toujours, on est un petit peu freiné parce que c'est gigantesque, effectivement.
Alors justement, l'intelligence artificielle, on va en reparler à la une du journal de 8h30, puisque le New York Times porte plainte contre Microsoft et OpenAI. Il explique qu'il y a des milliards d'euros qui ont été perdus à cause du siphonnage d'informations prises sur le New York Times. On me dit dans l'oreillette que les chiffres de l'emploi en novembre pour la France, ça sera finalement à midi. Voilà, comme ça on suivra ça toute la journée. Merci beaucoup Véronique Riche-Flores d'être venue nous voir.